Bonsoir, merci de suivre le 23h. Voici les titres. La 7e édition de la CGC Academy s'est ouverte ce matin. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le forum économique annuel du patronat ivoirien se penche cette année sur la question de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le dossier EcoPlus porte également sur le défi de l'industrialisation, une des composantes majeures de l'émergence que veut atteindre la Côte d'Ivoire. Comment relancer ce processus après 3 décennies de désindustrialisation? Nous le saurons dans ce journal. Le ministre Kandia Camara et le ministre d'État Ahmed Bakayoko ont pris part à la cérémonie de distribution de kits scolaires dans la commune d'Abobo. 104 053 kits scolaires d'une valeur de plus de 249 millions de francs CFA ont été distribués aux élèves. Bienvenue pour cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé ce mardi la 7e édition de la CGC Academy. Le forum économique annuel du patronat ivoirien se penche cette année sur la question de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion pour les participants à ce forum de réfléchir aux voies et moyens à mettre en œuvre pour booster le niveau actuel de l'industrialisation du pays qui est de 28%. Mahama Traoré, Alvorassa. CGCI Academy, le forum économique annuel du patronat ivoirien dédié à l'éclosion des entrepreneurs nationaux. Un invité de marque pour cette 7e édition, le président de la République Alassane Ouattara. Pour un thème tout aussi important, l'industrialisation. Un défi que le secteur privé est bien décidé à relever pour la transformation de l'économie ivoirienne. Sans ambiguïté, une croissance industrielle durable entraîne une réduction significative de la pauvreté. Nous pensons également que cette industrialisation doit aussi ouvrir la voie à l'émergence de champions nationaux pour en démultiplier les effets sur l'ensemble de l'économie nationale. Ces dernières années, l'État a consenti de nombreux efforts afin de booster le niveau d'industrialisation du pays. Il est actuellement de 28%. L'objectif est de le hisser à 40% en 2020. Des défis importants restent à relever. Il s'agit notamment de continuer à améliorer l'environnement des affaires pour l'attraction des investissements privés massifs, de développer le capital humain pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée avec une productivité plus élevée, de développer davantage des infrastructures économiques, notamment en matière d'énergie, de transport et de TIC, d'améliorer l'accès au financement, notamment des PME, d'investir davantage dans l'innovation et la recherche et le développement, de développer également des partenariats pour accélérer le développement industriel et enfin renforcer l'intégration régionale et continentale, ainsi que la coopération sud-sud. La conférence inaugurale de CGCI Academy 2018 a démontré que la Côte d'Ivoire peut devenir une puissance industrielle grâce à ses potentialités agricoles. Le chef de l'État espère donc que ce forum économique sonnera le déclic de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le forum qui s'est réuni aujourd'hui constitue une excellente occasion pour approfondir les réflexions sur la possibilité d'accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et que nous attendons beaucoup de vous, hommes et femmes d'expérience, pour nous aider à savoir de manière plus précise ce que nous devons faire. Donc les propositions et recommandations issues de vos travaux seront étudiées par le gouvernement afin de renforcer le secteur industriel ivoirien et de créer de véritables champions nationaux. Champions nationaux, je dis bien, dans le secteur industriel. J'encourage le patronat à persévérer dans cette œuvre de promotion de l'entrepreneuriat. Il doit apporter une contribution significative à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud est l'invité d'honneur de CGCI Academy 2018, un pays choisi pour son expérience en matière d'industrialisation. La Côte d'Ivoire veut aller à l'émergence, une vision dont la concrétisation passe aussi par l'industrialisation. Comment relancer ce processus après 3 décennies de désindustrialisation, surtout quand on sait que l'Afrique veut bâtir la zone de libre-échange continentale? Noël Gnagnon nous donne des réponses dans le dossier EcoPlus.
sommes en plein dans une unité agro-industrielle. Nous faisons du café. Donc là, c'est le torréfacteur. Donc c'est lui qui nous permet de griller le café tout en obtenant la couleur et les arômes que nous voulons. Bakayoko Lamine, 35 ans, torréfacteur depuis sa tendre enfance. Révélé à la nation par la CGEC Académie édition 2015, Bakayoko Lamine fait son petit bonhomme de chemin après une solide formation. Je suis ingénieur de formation, ingénieur agroéconomiste, donc diplômé de l'INP de Yamoussoukro. Donc déjà on a des modules de machinisme agricole, de transformation. Mais après, le principal souci c'est que importer avec la taxe douanière était trop élevée. Donc il fallait essayer de tenter le coup d'un concessionnaire local. On a été le cobaye quoi. Donc il a appris de nous, nous aussi on a appris des erreurs. Donc on l'a amélioré ensemble pour que ça donne la cadence qu'on voulait. Bon, maintenant on arrive à produire de façon continue et puis les pannes ont vraiment chuté. 2015-2018, soit 3 ans après, ce jeune industriel peine à décoller. Malgré tout, il a foi en ce secteur difficile. Et pour cause. C'est quand on exporte nos matières premières, on n'exporte pas que la matière première, c'est le développement même on exporte. Parce qu'on exporte la possibilité d'employer des gens. C'est lui qui a importé chez lui, c'est lui qui va construire son usine, c'est lui qui va employer ses compatriotes, c'est lui qui va créer de la valeur ajoutée. Donc l'exportation de la matière première, en un mot, c'est l'exportation du développement. Donc si on veut se développer, l'industrialisation, c'est le cap qu'il faut franchir. Aller à l'industrialisation, un cap à franchir. Très tôt, Feu Félix Houphouët-Boigny l'a compris. Mieux, il en a fait l'une des bases de son modèle économique. D'abord, un cadre fiscal relativement incitatif pour l'époque, notamment avec l'outil d'un code des investissements. Également, un certain nombre de leviers financiers qui devaient accompagner ce développement industriel. On se rappelle de la BIDI, la Banque ivoirienne pour le développement industriel. On se rappelle de la SONAFI, la Société nationale de financement. On se rappelle d'un certain nombre d'outils comme le Crédit Côte d'Ivoire, qui étaient les premiers outils financiers. Le constat, plus d'un demi-siècle après, le tissu industriel ivoirien est le plus diversifié de l'Afrique de l'Ouest. Ça va de l'agro-industrie à la métallurgie, à l'acierie, à la chimie. La Côte d'Ivoire a même une industrie production pharmaceutique qui est vrai embryonnaire, mais qui existe. C'est l'industrie de l'emballage, c'est l'industrie de la construction. En amont, l'État entrepreneur a pris soin de bâtir un secteur primaire solide avec des spéculations comme le café, le cacao, le palmier à huile, les VA, les fruits tels l'ananas, la banane dessert, etc. Ce secteur agricole est toujours performant. 25% du produit intérieur brut, 2 actifs sur 3 sont du secteur agricole. Le bémol, l'incapacité de cette industrie diversifiée à supporter les chocs extérieurs. Ces industries permettaient de créer des produits, des biens qui pouvaient s'écouler sur le marché ivoirien, mais qui n'avaient pas une compétitivité suffisante pour être une industrie très conquérante à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale. Être conquérante à l'échelle régionale et continentale, après 3 décennies de désindustrialisation. Voilà les nouveaux défis de l'industrie ivoirienne. Comment s'y prendre? Pour cet économiste, la contribution de l'État est capitale. Tous les pays africains visent aujourd'hui l'émergence. Or, il ne peut pas avoir une véritable émergence sans industrialisation. Selon l'histoire économique, tous les pays aujourd'hui en voie d'industrialisation ou industrialisés, au début de leur processus, l'État était au début. Donc, ce n'est que l'État qui peut impulser à court et moyen terme l'industrie manufacturière. De plus, des obstacles doivent être levés pour booster l'activité industrielle. Le problème des investissements industriels, ce sont des investissements qui sont en réalité lourds. Et dans nos pays, l'un des tout premiers problèmes, c'est l'accès aux ressources financières.
Les entreprises elles-mêmes n'ont pas encore intégré la possibilité de recourir au marché des capitaux. On a encore une culture très patrimonialiste, des choses qui fait qu'on veut être l'entrepreneur qui a 80% du capital de son entreprise, alors qu'on aurait pu juste céder une partie à d'autres personnes ou d'autres détenteurs de capitaux qui rentreront, c'est vrai, autour de table, au conseil d'administration et autres, mais dont c'est-à-dire l'apport peut aider à faire grandir. La jeune pousse révélée par la CGSI Academy édition 2015 a sa petite idée des conditions d'une relance du secteur industriel ivoirien. Les grandes spéculations de la Côte d'Ivoire, le café, le cacao, le cajou, l'EVA, il n'y a aucun module de formation dans nos écoles pour ces spéculations-là. Il ne faut pas transformer pour transformer, il faut bien entendu encourager la consommation. Il faut faciliter l'accès à certains marchés pour les produits locaux et autres. C'est difficile parce qu'on est dans un marché super libéral, mais si on a l'accès déjà à certains marchés, en termes de rapport qualité-prix, je pense que les pouvoirs d'achat de nos condisciples sont adaptés aux produits que nous on propose. Quand on sait que la ZLECA, zone de libre-échange continentale, est en construction avec ses opportunités mais aussi ses menaces, le temps nous est compté. Il faut donc faire vite et bien, comme dit l'artiste. Voilà qui explique toute la pertinence du thème de la CGSI Academy 2018. Cap sur l'industrialisation des défis pour tous. C'était EcoPlus, le dossier du service économie de la rédaction. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, est arrivé hier soir à New York. Il va prendre part à la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs réunions de haut niveau vont meubler cette session dont le thème général est « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables ». On écoute le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Écoutez, d'abord, je dois dire que je suis heureux de représenter le président Alassane Ouattara à cette 73e session des Nations Unies. Vous savez, c'est une session quand même qui est très importante. Il s'agit de discuter comment faire en sorte de rendre plus opérationnel le système des Nations Unies, notamment en faveur des pays et des populations. Et beaucoup des éléments sont prévus à ce programme. Vous savez, normalement, devait arriver hier. Mais compte tenu des contraintes locales, on a dû différer l'arrivée aujourd'hui. Il y a beaucoup de rencontres qui sont prévues. Bien sûr, il y a le débat général. On a l'honneur de représenter le président Alassane Ouattara. Mais aussi, il y a plusieurs rencontres avec le chef d'État qui étaient prévues du fait que le président de la République devait venir lui-même, mais qui sont donc maintenues. Notamment, nous devrons voir la présidente de l'Estonie, le président de la Guinée équatoriale, etc. Et puis il y a plusieurs sessions qui sont donc prévues, sessions qui sont animées par les présidents Macron sur la planète, mais aussi, vous savez, il y a les institutions internationales, des questions de l'ONUDI, transformation industrielle de l'Afrique. Nous devrons participer donc à ces rencontres, mais aussi sur le dossier d'énergie. Et comme vous l'avez vu, là, il y a plusieurs ministres qui sont avec nous. Ça va être un challenge, un défi important, mais je pense qu'ensemble, nous allons relever ces défis en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Le débat de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouvert aujourd'hui. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan, je le rappelle, représente le président Alassane Ouattara. Son allocution est prévue le jeudi après-midi à la tribune de l'ONU. Hier, à l'ONU, l'événement phare était le sommet de la paix consacré à Nelson Mandela. L'ex-dirigeant sud-africain, prix Nobel de la paix, décédé en 2013, a reçu un hommage mérité du monde entier. On fait le point de cette célébration avec notre envoyé spécial à New York, Michel Digri. Siège des Nations Unies à New York. Les projecteurs sont braqués sur le sommet de la paix Nelson Mandela. Les dirigeants du monde entier rendent un hommage au premier président sud-africain noir post-apartheid. Nelson Mandela était l'un des plus grands dirigeants de l'humanité. Il incarnait les plus hautes valeurs des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est présente à ce sommet en l'honneur du prix Nobel de la paix 1993, décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Une statue grandeur nature de Mandela a été dévoilée au siège des Nations Unies.
En marge de cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères Marcel Montano a eu plusieurs rencontres avec des personnalités présentes à cette 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'agit en outre d'audiences accordées au ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, de la Géorgie et enfin à celui de la République de Vanuatu. Ici à Abidjan, la commune d'Abobo a accueilli l'opération de distribution de kits et de manuels scolaires. 104 053 kits scolaires d'une valeur de plus de 249 millions de francs CFA ont été distribués par la Direction générale d'Abidjan 4. Cette cérémonie de distribution s'est déroulée au groupe scolaire Koulecha Bad 1 et 2 d'Abobo. C'était en présence de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et de Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense. Sephora Zegui, Franck Wadiou. Après le lancement officiel de l'opération de distribution des kits scolaires à Tiasali, Abobo donne le coup d'envoi de la phase active. Pour la Drenette Abidjan 4, plus de 104 000 kits et manuels scolaires d'une valeur de 250 millions de francs CFA ont été distribués par Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle invite les parents d'élèves à en prendre soin. Si nous sommes tous mobilisés autour de l'école, si chaque partenaire du système assume cette mission sans faillir, nous parviendrons à un ordre éducatif qui ne laissera aucun enfant sur le bord du chemin. Je vous mets tous en mission afin que cette année scolaire consacre nos idéaux. Je souhaite qu'elle tienne toutes ses promesses grâce au dévouement citoyen de tous et de chacun. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, est venu donner des conseils aux enfants. Pour lui, ils sont l'avenir, contribuent à leur éducation et d'un intérêt national. Je vous souhaite de bien travailler. Croyez au travail, ne trichez pas. Un élève qui travaille bien est promu à un bel avenir. Ne faites pas l'école missionnaire, venez à l'école. Ne trichez pas avec l'école. Nous, vos aînés, vos autorités politiques, nous allons tout faire pour vous aider, pour vous accompagner. Remerciements donc, parents et enfants ont traduit leur reconnaissance. Maman Kandia, nous reconnaissons les efforts considérables que vous faites pour un enseignement de qualité pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Outre les kits et manuels scolaires, la Draine Abidjan 4 a bénéficié de matériel informatique, de splits, de mallettes pédagogiques, de matériel d'entretien et d'équipements sportifs. Prévu pour une durée de 24 mois, les travaux de bitumage de l'axe Doropo-Bouna ont connu un retard. En visite sur le chantier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est rendu compte de l'évolution des travaux dont le taux d'exécution est estimé à plus de 81%. Cet axe long de 91 km sera livré avant la fin de l'année 2018. Retour sur les détails de cette visite avec Mamadou Kouassi. Mais est-ce qu'avec un CBR de 60, on le met en œuvre sur une couche de fondation? Oui, on peut. Oui. On met un CBR qui est autour de 30, que si on fait de la stabilisation. Mais si vous mettez du graveleux naturel, vous devez avoir des CBR qui sont supérieurs à 80. Des échanges sur des termes techniques entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et le chef des chantiers pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Nous sommes sur le chantier de bitumage de l'axe Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso. En visite sur ce chantier, le ministre Amédée Kouakou Kofi a voulu se rassurer de l'évolution des travaux. Si ces travaux sont réalisés aujourd'hui à plus de 81%, ils connaissent un retard dans la livraison. Un retard qui s'explique selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Avec quelques contraintes techniques, nous avons voulu nous assurer que toutes les tâches qui étaient exécutées étaient vraiment conformes. Donc à un moment donné, par rapport aux études, il y a eu quelques modifications. Il y a la traversée des villages, il y a la traversée des villes qui imposaient quand même quelques contraintes qu'il a fallu prendre en compte. Mais je pense que tout cela est derrière nous. Le tronçon Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso, constitue un axe essentiel dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, soutient le ministre Amédée Kouakou Kofi. Le chantier est prévu se terminer en fin de cette année. Les tâches qui restent sont les tâches les moins compliquées. Donc ce sont les enrobés qui restent. Nous sommes très satisfaits. Vous savez que c'est une route extrêmement importante dans le cadre du programme du président de la République, parce que cette route, c'est la route de l'Est qui permet de relier Ouagadougou donc au port d'Abidjan. Et lorsque ce tronçon va se terminer, lorsque vous quittez Ouagadougou pour arriver à Abidjan,
vous économisez environ 100 km relativement au chemin en passant par Boaké. Les responsables en charge des travaux ont rassuré le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de la prise en compte des remarques afin de livrer des travaux de qualité dans les délais. Il reste simplement quelques ouvrages d'art et une petite section de le village de Doropo. Et on pense qu'on va, Inch'Allah, terminer avant le temps, le 31 décembre. Les travaux de bitumage de l'axe Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso, en 2 fois 1 voie, long de 91 km, sont estimés à 34 milliards de francs CFA. Un mot de salubrité, 160 camions de collecte d'ordures ont été réceptionnés aujourd'hui. Ces camions serviront à balayer les rues, conditionner et transporter les déchets vers le centre de valorisation et d'enfouissement technique. Grâce Kando. 160 véhicules sur 250 attendus d'Allemagne viennent d'être réceptionnés par l'un des opérateurs chargés de la collecte des déchets. La mission de ces opérateurs part des poubelles des ménages au centre d'enfouissement technique en passant par les centres de groupage. Cette action s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique en matière de salubrité. Nous avons été en tout cas totalement satisfaits, mais surtout impressionnés par la qualité de ce matériel. C'est du matériel moderne, de dernière génération. Et je peux dire aux Ivoiriens que la machine est vraiment en route. Et ce processus est irréversible. Chaque camion va jouer un rôle. Il y a des camions tasseurs, il y a des compacteurs, il y a des camions comme ceux-ci qui sont des balayeuses. Et il va y avoir aussi des camions de transport pour faire le transport d'ici à Kouassiouane. Les anciens camions chargés de la collecte des déchets seront peu à peu retirés de la circulation. La mise en route de ces nouveaux équipements doit rimer avec un comportement éco-citoyen. La place sera laissée donc aux opérateurs de sensibiliser nos concitoyens, avec naturellement nous à côté, pour dire aux concitoyens que désormais, il faut vivre autrement et leur permettre d'accomplir leur mission avec efficacité. Il faudra sortir les déchets au moment où on leur dira. Il faudra également les conditionner. Il y aura des poubelles mises à leur disposition. Ils ont des sacs poubelles également. Eux-mêmes devraient s'organiser pour conditionner les déchets. Vous ne pouvez plus jeter les déchets en vrac dans la rue. Pour rappel, 350 camions avaient été réceptionnés en avril dernier. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique va accueillir ses premiers déchets début novembre, rassure la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. En politique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a rencontré à Yamoussoukro le corps préfectoral. Au centre des échanges, les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Kwadio Kwami. Hôtel Le Président, salle Oufoué-Boigny. Cadre d'échange entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité avec le corps préfectoral. Au centre des préoccupations, les élections municipales et régionales couplées. Élections que tous souhaitent transparentes, crédibles et apaisées. Plantant le décor, le vice-président de la CEI, chargé de l'informatique, de la sécurité et de la logistique, Dogou Alain, a rappelé les caractéristiques de ces consultations électorales, les innovations et la sécurisation. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. Cette élection compte 6 595 790 électeurs repartis dans 10 599 lieux de vote, soit 20 504 bureaux. Enfin, le vice-président de la CEI a expliqué que tous les électeurs ne sont pas concernés par ces élections couplées à venir. Il s'agit essentiellement de certains électeurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, inscrits dans les localités en dehors des territoires des communes. Les préfets ont surtout souhaité que les textes de loi et le code électoral soient mis à leur disposition. Encadrés par le président du directoire des rois et chefs traditionnels et les autorités locales, Sidiki Diakité, a mis les préfets en mission pour des élections apaisées. Vous devriez être informés amplement sur le processus en cours, tant dans ses aspects légaux que techniques, afin de mener à bien vos missions traditionnelles et régaliennes d'encadrement des populations, vos missions de maintien de l'ordre, vos missions de garant des libertés publiques
vos missions d'assistance chaque fois que le besoin, et cela envers l'organe chargé de conduire le processus, en l'occurrence la commission électorale indépendante. Après Yamoussoukro, Sidiki Diakité s'est rendu à Boisflé et à Zouenoula pour voir de plus près les sinistrés de la montée des eaux dans ces localités. La 40e édition de Top Reza, le salon professionnel du tourisme, a débuté à Paris. L'événement dure 4 jours et va permettre aux professionnels du tourisme de se rencontrer. La Côte d'Ivoire y prend part. Le salon Top Reza connaît cette année plusieurs innovations et enregistre la participation de plus de 1000 exposants. Patricia Omouitia. Top Reza, salon professionnel du tourisme, 40e édition. Le salon ouvre ses portes ce lundi. Nous sommes ici au pavillon Afrique. Quelques pays de la sous-région représentés. Le Sénégal, le Togo et bien sûr la Côte d'Ivoire. Avec une délégation composée du ministère du Tourisme, de l'Office ivoirien en charge du tourisme et des opérateurs. Nous sommes ici par exemple pour proposer Grand Bérébi, pour proposer San Pedro, pour proposer Assini, mais aussi proposer notre culture. Nous avons à Bissatour qui sera organisé bientôt, en début novembre. Il faut que les gens, les étrangers puissent venir découvrir notre culture, la culture ivoirienne, et aussi l'aimer, parce qu'on mange bien chez nous. C'est une occasion pour nous de mettre en avant notre pays, afin de renforcer déjà les liens entre le secteur touristique et hôtelier de nos deux pays respectifs. Et nous visons davantage à rechercher des partenaires pour le financement de la mise en œuvre de notre stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire, en plus de présenter les opportunités d'investissement de notre secteur. Une délégation soutenue également par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris. Avec des visiteurs nationaux et internationaux, le salon va s'étendre sur 4 jours. Occasion pour notre pays de développer son image. Le but est de vendre entre autres des produits comme le Popo Carnaval de Beaunois et surtout de faire connaître sa diversité culturelle. L'actualité dans le monde nous mène en Angola et en Suède, mais tout d'abord, nous parlerons migration avec l'Aquarius qui va débarquer les 58 migrants à bord à Malte. C'est avec Laurence Achot et Sidonie Davila. José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président angolais, a été placé en détention provisoire ce lundi. Avec lui, un de ses plus proches collaborateurs, Jean-Claude Bastos de Moret. Selon le ministère angolais des Finances, le fils dos Santos est soupçonné d'avoir mis au point, alors qu'il dirigeait le fonds souverain, une gigantesque fraude qui aurait pu lui permettre de détourner avec ses complices jusqu'à 1,5 milliard de dollars. En raison de la complexité et de la gravité des faits et en vue de garantir l'efficacité de l'enquête, le ministère public a décidé d'appliquer aux accusés une mesure de détention préventive. Initialement en route vers Marseille, le navire humanitaire Aquarius connaît désormais une nouvelle destination. Le gouvernement maltais a annoncé ce mardi qu'il autorisera le débarquement des 58 migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire Aquarius sur son territoire. Ces derniers, une fois débarqués, seront repartis dans d'autres pays, dont le Portugal, l'Espagne et la France. Depuis le début de l'année, plus de 1250 personnes sont mortes, noyées en tentant la traversée. En juin dernier, l'Aquarius avait déjà été au cœur d'une crise diplomatique. L'Aquarius, qui s'est déjà vu retirer son pavillon par le Panama, est le dernier navire humanitaire à parcourir la mer Méditerranée pour recueillir des migrants qui tentent la traversée clandestine vers l'Europe. Au terme d'un vote de défiance qui s'est avéré négatif par 204 voix parlementaires sur 349, des élus du centre, de droite et d'extrême droite suédois se sont unis pour démettre l'actuel Premier ministre social-démocrate de ses fonctions. Le dirigeant se trouvait politiquement affaibli après les législatives du 9 septembre dernier qui ne lui ont pas permis de dégager de majorité. Il restera cependant à son poste pour expédier les affaires courantes. Il part certes, mais personne pour le remplacer pour l'instant. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. À très bientôt.